Salut les vagabonds, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien, comme vous pouvez voir, je suis actuellement en randonnée sur le chemin de Stevenson, le GR70 et on est sous le soleil. Hier j'ai passé le Mont Lozère, c'était une étape magnifique, encore aujourd'hui c'est une très belle étape comme vous pouvez voir derrière moi. Je m'attendais pas à découvrir d'aussi beaux paysages sur ce chemin. En fait, je savais pas trop, comme d'habitude, je suis un petit peu partie sans vraiment beaucoup me renseigner. Et c'est vraiment très beau. J'en prends vraiment plein la vue tous les jours. Ça fait trop du bien. Et aujourd'hui, alors je vais pas vous faire une petite vidéo vlog sur ce chemin comme j'ai pu en avoir l'habitude dans mes dernières expériences de randonnée ou sur le chemin de Compostelle. Mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo dans laquelle je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur ce très beau chemin pour vous aider à préparer votre voyage ou pour vous encourager si vous aussi vous souhaitez partir sur le chemin de Stevenson. Et voilà, donc je me suis posée, me suis installée pour pouvoir vous parler, vous faire mon retour d'expérience sur ce chemin, le chemin de Stevenson, également appelé le GR70 aujourd'hui, puisque c'est devenu un GR, un chemin de grande randonnée balisé par la Fédération française de randonnée. Donc dans cette vidéo, je voulais vous donner plein d'informations en termes de kilomètres, étapes, ravitaillement, hébergement, budget, enfin voilà, une petite vidéo retour sur tout ce que j'ai fait et comment moi j'ai vécu les choses. Évidemment, ça ne tient qu'à moi, sachant que à chaque fois, je base mes vidéos, toutes celles qui sont sur ma chaîne YouTube, sur mon expérience personnelle du chemin. Donc le chemin de Stevenson, il porte bien son nom puisqu'il suit l'itinéraire, enfin le chemin que Robert Louis Stevenson, qui est un écrivain anglais, a fait en fait au gré lui-même de ses envies ou possibilités à l'époque, puisque c'est au 19e siècle qu'il a traversé donc les Cévennes avec une ânesse et il faisait du bivouac, il dormait à la Belle Étoile sur son chemin et voilà, au gré de ses aventures, il raconte tout cela dans un livre qui s'appelle Voyage avec un âne dans les Cévennes, que j'avais lu il y a fort longtemps, mais j'avais absolument aucune idée à l'époque que j'allais moi-même marcher sur ce chemin un jour, et donc je suis très heureuse d'avoir pu partir sur ce chemin. Donc il part du Puy-en-Velay en Haute-Loire, donc le même point de départ que la voie du Puy pour rejoindre Compostelle, et ça m'a fait beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion de retrouver en fait le Puy-en-Velay, parce que je n'étais jamais retournée au Puy-en-Velay depuis mon départ sur la voie du Puy et puis mon voyage jusqu'à Compostelle. Et puis donc le chemin parcourt 270 km environ jusqu'à Alès dans le Gard, en traversant le magnifique parc national des Cévennes, qui, je dois dire, a été un de mes coups de cœur là sur ce chemin. C'est vraiment le plus joli j'ai trouvé, mais les autres étapes sont aussi très belles. Il y a le paysage seulement sur 270 km varie énormément, j'ai trouvé, et vraiment c'est une petite pépite ce chemin. Il y a pas mal de dénivelé, faut le dire quand même, c'est un peu plus sportif que ce à quoi je m'attendais, mais ça en vaut la peine et c'est pas non plus insurmontable en fait. C'est un petit peu plus physique, je dirais, que la voie du Puy-en-Velay par exemple. Bon, la voie du Puy-en-Velay étant beaucoup plus longue, hein, évidemment, mais j'ai trouvé que c'était quand même vraiment très varié et très beau en termes de paysage. Donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est devenu un chemin de randonnée, le GR70, donc qui est balisé dans les deux sens. On peut le prendre dans les deux sens, même si évidemment Stevenson, lui, est parti du nord vers le sud, comme la trois quarts des gens le font en fait dans ce sens-là, mais il est possible quand même de le prendre dans l'autre sens si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le balisage est très bien fait, donc c'est du balisage classique rouge et blanc, donc le fameux balisage de la Fédération française de randonnée. Quand on suit un GR, c'est très difficile de se perdre, honnêtement il est très bien entretenu ce balisage, j'ai trouvé ça très bien fait. Il faut juste faire attention à 2-3 reprises parce qu'on croise beaucoup de GR sur celui-ci, beaucoup de GR différents, et il faut toujours faire attention au croisement, de bien continuer sur le 70 et pas en prendre un autre au passage et se tromper, parce que évidemment le balisage est de la même couleur. Et puis l'autre chose, c'est au départ du Puy-en-Velay, il faut faire attention parce qu'il y a aussi un autre chemin qui croise à de nombreuses reprises le GR70 et qui est le GR700, qui est le chemin de Saint-Gilles, le chemin de Régordane il s'appelle, et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, à plusieurs points, on le recroise sur le chemin de Stevenson, mais c'est pas tout à fait le même. Mais sachez que ce chemin aussi existe, et comme on le recroise à plusieurs période sur le chemin, et il est possible de faire des petits raccourcis si on veut aller plus rapidement, ou si voilà, pour X raisons on a besoin d'aller plus vite, ou même de ne pas passer par certains dénivelés du GR70, on peut couper avec le GR700 et rejoindre quand même une étape du GR70. En termes de dénivelé et d'étape, donc je disais, le chemin est quand même, il y a du bon dénivelé. Le début ça commence
relativement doucement, et puis il y a le passage dans les Cévennes qui est quand même un petit peu plus important, et il y a surtout les étapes qui sont un peu plus grandes dans les Cévennes où on ne peut pas déroger à moins de faire du bivouac, mais il faut faire attention, j'y reviendrai en fin de vidéo sur le cas du bivouac. Donc je vous ai parlé du balisage, mais il peut être nécessaire quand même d'avoir des guides sur le chemin, des guides papier ou des applications sur le téléphone. En fait, il faut savoir que ce chemin de Stevenson est géré par une association qui entièrement supervise ce chemin et est très très bien fait, je trouve, parce qu'ils éditent notamment un petit guide qui est disponible dans tous les offices de tourisme ou tous les gîtes gratuitement sur le long du chemin. En fait, moi je ne connaissais pas l'existence de ce petit guide avant de partir, et puis je l'ai découvert et je m'en suis procuré un pour l'utiliser tout au long du chemin, parce qu'il est bien fait, il est honnêtement vraiment pratique à utiliser tout au long du chemin, il n'est pas très lourd en plus. Il vous permet d'avoir surtout, alors à peu près les kilomètres, à peu près les dénivelés, c'est quand même de manière très approximative, et il ne possède pas de carte spécifique du chemin. Si vous êtes perdu, ça vous aidera pas ce petit guide, mais par contre il possède tous les lieux où vous pouvez vous ravitailler en nourriture et tous les lieux d'hébergement que vous allez trouver sur le long du chemin. Donc ça c'est plutôt pratique pour trouver des logements tout au long du chemin. En dehors de ça, il existe aussi le Miam Miam Dodo, comme sur le chemin de Compostelle, le même type de guide qui va vous permettre d'avoir donc cette fois les hébergements, le ravitaillement en eau, le ravitaillement en nourriture, et puis d'avoir également des cartes assez précises du chemin que vous parcourez. Moi je me le suis pas procuré, dans certains gîtes où je me suis arrêtée, il était disponible, donc je l'ai un petit peu feuilleté pour voir les étapes du lendemain, parce que c'est vrai que le Miam Miam Dodo est très pratique pour organiser les nombres de kilométrage et tout ça. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vrai que c'est quand même un bon guide. Et puis en dehors de ça, moi j'utilisais l'application du Géoportail sur mon téléphone portable qui me sert quel que soit le GR que je prends en France. C'est une application donc gratuite sur le téléphone, et ça me permet, voilà, dès qu'on est perdu ou que je voulais calculer un petit peu le nombre de kilomètres, voir le dénivelé à venir, etc., ou voir dans combien de temps j'arrivais à un prochain village où j'allais pouvoir me ravitailler en eau, ça me permettait, voilà, de vérifier tout ça sur le téléphone sans avoir à avoir un petit guide papier en plus. Donc voilà ce que moi j'ai pu utiliser. Si vous vous demandez si c'est vraiment utile ou non d'avoir un guide, je trouve que oui, parce que justement on en arrive aux hébergements et il n'y a pas... Alors, il y a beaucoup d'hébergements. Étonnamment, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'hébergements sur le chemin de Stevenson. Je m'attendais peut-être à un peu moins, mais avec cette association qui gère un petit peu, voilà, le bon fonctionnement, les liens entre tout ce chemin, et bien, je trouve qu'il y a quand même des hébergements assez réguliers. Sauf qu'en termes de quantité de places disponibles sur ce chemin dans les hébergements, eh bien, c'est pas toujours ça. Il y a beaucoup d'hébergements qui étaient déjà complets lorsque je voulais réserver ce jour même pour le soir. En fait, j'ai appelé souvent le matin pour le soir même, parce que j'aime pas réserver. Si vous me connaissez un petit peu à travers mes autres aventures, c'est vrai que j'ai du mal à réserver des hébergements, parce que j'adore aussi faire du bivouac et j'aime bien être libre de choisir voilà, comment est la météo, comment est le temps, comment est le lieu, si j'ai envie de marcher plus lentement ou plus rapidement ce jour-là, enfin voilà, d'aller au gré de mes envies sur le chemin. Et donc pour moi c'est plus facile de ne pas réserver du tout. Là en l'occurrence je me suis vite rendu compte qu'il fallait au moins réserver un minimum, et donc voilà, je faisais le matin pour le soir, mais c'était pas forcément suffisant des fois, et je me suis retrouvée donc à dormir des fois dans des gîtes beaucoup plus chers que ce que j'aurais voulu mettre dans un gîte, parce que moi quand je prends un gîte, souvent c'est en dortoir et sans la demi-pension, ce qui me permet, voilà, de cuisiner moi-même et de profiter du lieu, mais d'économiser un petit peu d'argent, parce que j'ai pas forcément beaucoup d'argent à mettre dans mes aventures. Surtout que j'ai pas précisé, si je dis nous, c'est parce que je suis partie avec d'autres amis, on était 4 au total, et aussi parce que nous sommes partis au mois d'octobre, au mois tout fin septembre, début octobre en termes de saison. En fait, il y a sûrement plein de raisons au fait qu'on n'ait pas forcément facilement trouvé des hébergements tout le temps. D'abord, évidemment, les événements actuels font qu'avec la crise sanitaire, il y a des hébergements qui ont moins de place, ou il y a des hébergements qui sont complètement fermés. Et puis, il y a des hébergements aussi qui, malheureusement, ferment assez tôt dans la saison. Donc, à partir de début octobre, des fois, ils ferment complètement. Donc, j'imagine qu'en haute saison, juillet, août ou même début septembre, il doit encore y avoir plus de randonneurs que ceux qu'on avait déjà croisés, et je trouve qu'il y en avait quand même déjà pas mal pour la saison et pour le temps qu'il faisait, surtout parce qu'il n'a pas fait très beau. Enfin, ça a beaucoup varié. Mais du coup, je pense qu'en haute saison, il faut vraiment réserver tout, à mon avis, parce que il n'y a pas tant d'hébergement par rapport au nombre de places demandées, et surtout que le chemin de Stevenson est de plus en plus connu, j'ai l'impression, et de plus en plus fréquenté. Donc, pour récapituler, il y a quand même des hébergements assez régulièrement partout, toutes les étapes à peu près maximum 20 km en général. On trouve des hébergements vraiment toutes sortes de gammes, des refuges avec des dortoirs en gestion libre et
à moindre coût, et puis entre 15 et 20 euros la nuit, et puis des demi-pensions avec voilà, des chambres privées, etc. pour un budget un petit peu plus élevé. Une demi-pension, je crois que j'ai payé entre 40 et 50 euros la nuit et la demi-pension. Donc voilà, selon vos besoins, vos envies, les différents hébergements qui existent. Évidemment, il y a aussi des campings un petit peu partout sur le chemin. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup, même des campings municipaux. Donc si vous campez ou vous faites du bivouac, honnêtement, ça passe très bien au niveau budget, je pense. Surtout si vous êtes à la belle saison. Il faut savoir que justement, moi, j'ai pas fait tant, on a fait du bivouac, mais j'ai pas fait tant de camping parce que de toute façon, on voulait être au chaud les jours où il avait plu surtout, et les jours où il faisait très froid, parce qu'on n'a pas eu de chance. Début d'octobre dernier a été plutôt frais et pluvieux. En termes de ravitaillement, que ce soit en nourriture ou en eau, c'est plutôt très régulier. On en trouve assez facilement de quoi acheter à manger ou de quoi trouver de l'eau sur le chemin. Il faut quand même être un petit peu plus vigilant. Je trouve que par exemple sur la voie du Puy-en-Velay, il faut regarder un peu plus souvent où on va pouvoir se ravitailler et faire attention de ne pas louper le village où on se ravitaille, parce que sinon dans la journée on peut passer le village et dans ce cas-là on n'aura plus rien de sa journée, ou alors il va falloir prendre la demi-pension dans le gîte du prochain village, parce qu'il y a des petits villages où il n'y a absolument pas d'épicerie. En termes d'eau, c'est pareil, on trouve de l'eau assez facilement, mais il faut faire un petit peu attention. Donc c'est pour ça que je pense quand même les guides sont pas mal à avoir, ou à au moins se documenter un petit peu avant de partir. Après, il y a toujours des petits villages. Donc encore une fois, si vraiment vous êtes à court d'eau quelque part, vous pouvez toujours sonner chez quelqu'un et demander de l'eau pour remplir votre gourde, ça se fait. En termes de budget, comme je le disais précédemment, dans les hébergements, on peut s'en sortir très bien, parce qu'il y a vraiment des hébergements entre 15 et 20 euros la nuit, et puis vous pouvez également faire du bivouac très souvent, ou aller dans les campings qui sont aussi très peu chers pour la nuit. Donc ça, on peut vraiment s'en sortir avec un petit budget, je trouve. On n'est pas obligé d'aller dans des hôtels toujours très chers, comme des fois il n'y a pas forcément grand chose sur d'autres GR. Là, en l'occurrence, sur le Stevenson, c'est quand même très bien desservi en termes d'hébergement, peu cher. Il y a quand même pour tous les goûts, tous les budgets sur le chemin. Et puis en termes de ravitaillement, comme je le disais, il y a quand même des petites supérettes assez régulièrement. On n'est pas obligé de manger au restaurant tous les soirs. Mais à l'inverse, si vous n'avez pas un budget forcément très limité, vous pouvez aussi vous faire plaisir, aller au bar, au resto, pas tous les soirs, pas dans tous les petits villages, mais sinon prendre la demi-pension là où il n'y en a pas. Et puis voilà, c'est vraiment en fonction de votre budget. En ce qui concerne le matériel à emmener, je ne vais pas vous déballer mon sac à dos dans cette vidéo, parce que je vous ai déjà fait de très nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont disponibles sur l'intégralité de mon sac à dos que je vous déballais. Donc les vidéos vont s'afficher juste ici si vous souhaitez en voir quelques-unes. Je suis partie avec le même type de matériel que je prends régulièrement. Je n'ai rien acheté de nouveau ou de spécifique sur cette randonnée-là. En plus, moi, je ne vous fais pas le détail parce que j'ai eu du matériel en commun avec mes amis avec qui nous sommes partis pour essayer de retirer un petit peu de poids dans le sac à dos. Par contre, je ferai un petit point sur les chaussures. Attention, moi, je suis pas partie en sandales sur ce chemin-là, parce que je savais qu'il y avait quand même un petit peu de dénivelé, un petit peu de montagne à travers la Lozère à monter. Donc je suis partie avec mes chaussures de randonnée basse, qui sont des chaussures très souples au niveau de la semelle, et je dirais qu'elles sont presque limite, parce que c'est vraiment à la limite de la début de montagneux un petit peu quand même certaines étapes. La grande majorité du chemin c'était parfait, mais sur certaines étapes j'ai trouvé qu'une bonne paire de chaussures montantes ou un peu plus rigides aurait peut-être pu faire l'affaire, parce que c'est vraiment le début de montagne. En termes voilà, de difficulté de chemin, de technicité de chemin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chemins un peu caillouteux, un petit peu comme ça, donc c'est vrai que des bonnes chaussures peuvent être utiles aussi. Donc faites attention juste à ça en partant par rapport à l'équipement. Et puis l'autre chose, faites attention si vous partez comme moi à une période un peu plus fraîche. On est quand même en altitude quasiment tout au long du chemin. C'est très rare, enfin sauf vers la fin du chemin où on redescend un petit peu, mais pendant tout le début du chemin on est quand même assez haut en altitude, et il fait frais, et surtout les nuits sont très fraîches. Et justement j'en viens au thème du bivouac. Les nuits sont quand même relativement fraîches, très vite fraîches. Là en l'occurrence nous on a eu des nuits, ça a beaucoup varié, hein, la température a varié. On a eu du 20 degrés avec des nuits à 10 degrés, donc vraiment très confortable. Et puis on a aussi eu du 10 degrés dans la journée avec du 4-5 degrés même des fois dans la nuit. Donc on était parti avec du bon équipement, mais c'est vrai que tout de suite ça met du poids en plus dans le sac à dos. En ce qui concerne le bivouac, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de lieux où facilement trouver un spot pour pouvoir bivouaquer le soir. D'ailleurs il y avait beaucoup d'endroits tout au long du chemin, sur les bords de chemin, on voyait qui avaient déjà été utilisés pour du bivouac. Il y avait même déjà des ronds de feu à certains endroits. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux, c'est assez facile à trouver sur les alentours du chemin assez régulièrement. Donc ça pour le coup, le bivouac je conseille si vous voulez partir en bivouac, je pense qu'il n'y a aucun souci. Faites juste donc attention à l'altitude au niveau du froid la nuit, vérifiez bien les températures
température avant de partir pour bien adapter votre sac de couchage à la température de la saison à laquelle vous partez. Et puis l'autre grosse chose, c'est que vous traversez un parc national à un gros moment de votre randonnée qui est le parc des Cévennes. Ce parc national a la caractéristique d'accepter que l'on fasse du bivouac. Donc je vous refais pas le détail de qu'est-ce que le bivouac exactement, je vous laisse vous renseigner ou aller voir d'autres vidéos de ma chaîne sur le thème du bivouac qui vont s'afficher juste ici si vous êtes intéressé pour aller voir ça. Mais donc le parc des Cévennes accepte que l'on fasse du bivouac. Donc léger, discret, respectueux de l'environnement, je ne vais pas dans le détail, mais à certains endroits seulement du parc. Il y a certains endroits où c'est formellement interdit de faire du bivouac. Et l'autre chose, c'est que le feu est absolument interdit partout dans le parc national. Donc surtout ne faites jamais de feu dans le parc. Et vraiment c'est important de respecter en fait ces règles. Il faut se dire, faut pas se dire en fait que ce sont des règles qui sont pénibles et qui nous mettent des bâtons dans les roues quand on veut faire du bivouac. Bien au contraire, ce sont des règles qui visent à protéger l'environnement. Je pense vraiment que déjà c'est super de pouvoir faire du bivouac dans le parc des Cévennes avec des vues magnifiques. Il y a vraiment des endroits, des spots de bivouac parfaits. Et la petite astuce, il y a un endroit où on a le droit de faire du bivouac. Alors à l'intérieur d'une petite cabane, un petit refuge en bois, situé encore dans le parc, et c'est magnifique. La vue est trop belle. Je ne sais plus le nom du refuge, je vais vous le noter au montage après. Et en tout cas, il est situé 12 km après le petit village de Pont-de-Montvert et juste avant Florac. En plus, c'est une super astuce parce que entre Pont-de-Montvert et Florac, il y a 28 km si je dis pas de bêtises, où il n'y a absolument aucun hébergement et rien du tout. Et ce petit refuge situé à 12 km comme ça de Pont-de-Montvert, il est vraiment super bien situé et la vue y est magnifique. Donc je vous le conseille si vous faites du bivouac et vous vouliez passer une nuit ici. Alors d'autres petites informations pour finir cette vidéo, si vous avez besoin d'autres infos, à savoir qu'il existe un service pour porter les bagages tout au long du chemin qui est la malle postale comme sur le chemin de Compostelle. Donc ça c'est pratique si vous avez besoin de vous faire porter des bagages ou même vous-même de circuler d'un point à un autre sur le chemin, parce que c'est pas toujours hyper bien desservi. D'ailleurs, je vais pas parler de ça, mais les bus, les trains, il y en a quelques-uns qui desservent les grandes villes surtout du chemin, mais sinon il n'y a pas grand chose entre les petits villages, c'est plus compliqué de se déplacer de l'un à l'autre. Donc voilà, la malle postale est là si jamais il y a besoin. Après sinon il y a le taxi évidemment aussi. Pour se rendre au Puy-en-Velay et partir d'Alès, c'est assez simple puisqu'il y a des trains, des bus, c'est très bien desservi, ce sont toutes les deux des grandes villes, donc ça c'est plutôt assez facile. Et puis on peut aussi se garer au Puy-en-Velay, garer sa voiture, il y a des parkings payants ou des parkings gratuits selon ce que vous souhaitez. Et puis c'est assez simple de faire Alès le Puy-en-Velay pour revenir ensuite à sa voiture et rentrer chez soi une fois le chemin terminé. En ce qui concerne la location d'âne, puisqu'il y a beaucoup de gens qui partent avec un âne sur ce chemin pour faire comme Stevenson à l'époque, alors je n'en l'ai pas fait, donc je ne me suis pas renseignée en détail, j'ai croisé plusieurs personnes avec des ânes, apparemment ça peut porter quand même beaucoup de kilos un âne, et puis alors c'est vrai que ça ralentit un petit peu le rythme apparemment aussi, mais en tout cas sachez que c'est facile de trouver de quoi louer des ânes, et en plus on vous amène l'âne à l'endroit où vous êtes selon où vous voulez partir et le nombre de jours que vous souhaitez partir. Il y a beaucoup d'hébergements qui acceptent les ânes, évidemment c'est un petit peu tout mis en place pour pouvoir accueillir les ânes, vu que c'est un chemin qui se fait beaucoup avec les ânes. Et puis j'en sais pas beaucoup plus sur ce sujet là, mais je sais que c'est facile de se renseigner sur internet si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. En conclusion de cette petite vidéo sur mon retour d'expérience, sur mon ressenti sur ce chemin, j'ai trouvé que c'était un chemin très accessible. Étonnamment, je m'attendais à que ce soit un peu plus complexe, comme un GR un peu moins fréquenté. En plus il y a cette association qui gère un petit peu tout ce réseau d'hébergement, de ravitaillement, etc. sur le chemin, et donc il y a vraiment beaucoup de facilité à pouvoir dormir et se nourrir et avancer tout au long du chemin. Il y a des pharmacies aussi assez régulièrement. Il y a quand même, voilà, c'est un chemin que je dirais quand même assez accessible, même s'il y a quand même un petit peu de dénivelé, donc il faut être en forme, mais ça se fait quand même facilement. En termes de paysage, j'ai adoré traverser les Cévennes, c'était magnifique, j'ai vraiment sur ça aucun regret. En termes de paysage, c'est vraiment un gros coup de cœur, le chemin de Stevenson. Et puis si c'était à refaire ce chemin, moi je repartirais à la belle saison, lorsqu'il fait encore vraiment bien chaud et bien beau, pour profiter des journées vraiment longues, profiter du soir, le bivouac avec le soleil encore, et puis surtout profiter des nombreuses rivières et lacs que l'on trouve tout au long du chemin et qui donnaient tellement envie d'aller se baigner, mais qui devaient être tellement froides à la saison à laquelle je suis partie que je n'ai même pas osé tremper mon pied dedans. Je pense qu'à belle saison, ou même mois de juin, mois de septembre, encore très beau, très chaud, ça doit être super de partir à cette époque-là.
et pour vraiment profiter pleinement de la nature du chemin encore plus. Et puis par contre, j'ai adoré mon chemin quelle que soit la saison de toute façon, et on a eu aussi des très très belles journées ensoleillées. Donc voilà, c'est ici que s'achève cette petite vidéo. Si vous aussi vous avez fait le chemin de Stevenson et que vous voulez me parler de votre expérience, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ci-dessous. Je serais très contente de pouvoir vous lire et puis d'échanger avec vous sur ce magnifique chemin. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a aidé. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous sur le petit bouton rouge. Il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir une nouvelle notification à chaque fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à une très prochaine vidéo sur la randonnée, sur le chemin de Compostelle ou sur quelque chose d'autre encore, qui sait. À la prochaine, salut.